Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième et dernière table ronde de la journée intitulée Accéder au bien-être, soucions-nous de la santé. Toute la journée et toutes ces tables rondes, je vous le rappelle, sont co-organisées par Open Diplomacy et la Burgundy School of Business de Dijon. J'en profite pour les remercier une nouvelle fois. La crise du coronavirus agit comme un révélateur de toutes nos failles, des vices de conception, de nos politiques de santé, aux erreurs de jugement dans l'organisation de nos stocks stratégiques, comme de nos systèmes hospitaliers. Une crise qui nous permet aussi de nous interroger justement sur ce système de santé. Et pour en débattre, je vous présente sans plus attendre les 4 intervenantes qui ont accepté notre invitation. Hélène Monnier, professeure à la Burgundy School of Business de Dijon. Bonjour madame. Bonjour. Jennifer de Temerman, députée présidente du groupe d'études Objectifs de développement durable. Bonjour. Bonjour. Natalia Dejean, directrice de WECF France. Bonjour. Bonjour. Et Pascale Morat, directrice de la communication scientifique de L'Oréal. Bonjour madame. Bonjour. Merci à vous toutes d'avoir pris vraiment sur votre temps pour participer à cette table ronde. Et je rappelle au public qui nous suit sur la page live des RDD, les rencontres du développement durable, vous pouvez bien évidemment poser toutes vos questions à nos intervenantes. Je les relayerai directement en direct. C'est donc sur la page live que ça se passe. Et on commence tout de suite avec vous, Natalia Dejean. J'aimerais d'abord avoir votre vision sur la crise qu'on traverse. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'était pas franchement préparé et que notre bien-être en a pris un sacré coup. En effet, je pense que tout le monde le reconnaît aujourd'hui et personne n'était préparé à ce genre de crise. Et puis, on voit très bien la difficulté de s'en sortir. Donc, nous, en tant qu'organisation environnementale et féministe, on prône depuis très longtemps la prévention, et notamment en matière de santé environnementale, c'est-à-dire c'est pas seulement la réduction des déchets, mais la non-production des déchets, la prise en compte de ces déchets sur la santé des populations et les moyens de les réduire avant de les produire même. Donc c'est un problème de société, un problème qui nous préoccupe de plus en plus et qui nous permettrait de faire face plus facilement à la crise si on avait des moyens de prévention d'une manière plus globale et d'une manière plus spécifique, notamment par rapport aux besoins de certaines populations, parmi lesquelles on trouve une particularité pour les femmes, en effet. Merci. J'aimerais, et je vais vous poser la même question un petit peu à toutes en préambule, j'aimerais vraiment avoir votre vision de cette crise qu'on a traversée. Jennifer de Temerman, même question. Comment vous l'avez vue et quelle est votre vision justement sur cette crise qu'on a traversée et qu'on traverse du reste toujours ? Alors, moi, ce qui m'a choqué particulièrement dans cette crise, c'est de me dire qu'on a beaucoup dit qu'on n'était pas préparé. Et pourtant, les alertes, elles étaient là déjà depuis de nombreuses années. Je suis présidente de la commission de la santé à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et il faut savoir qu'en 2016 déjà, il y avait un rapport qui avait été fait par une collègue députée d'Andorre qui prévenait des risques liés à l'apparition potentielle de zoonoses, donc de maladies d'origine animale, et notamment elle évoquait la possibilité d'une maladie respiratoire. Quand vous lisez le rapport, j'ai l'impression que c'était une prémonition de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. En 2017 aussi, en 2018, on a aussi des sénateurs français cette fois qui ont rendu un rapport sur la filière médicamenteuse en France et en Europe. Donc mon collègue sénateur Jean-Pierre Decolle, qui pour le coup est de mon secteur et de Flandre aussi, donc c'est un peu de chauvinisme au passage, et il indiquait justement toutes les failles du système actuel et toutes les problématiques et tout. Il proposait aussi 30 solutions pour essayer de prévenir ce qui pourrait arriver en cas de grande épidémie. Donc moi, ce qui me choque le plus, en fait, c'est que les alertes étaient là et qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait au bon moment pour essayer de prévenir. Tous les signaux étaient là, vous voulez dire. Tous les signaux étaient là, oui. C'est ça qui est dommage. En 2017, il y a eu 10 fois plus de signalements de rupture de médicaments, par exemple, que dans les années précédentes. Donc on avait déjà cette problématique qu'on a bien vécue avec les masques, qui était déjà en train de s'installer. Donc c'était latent depuis des années et il fallait faire quelque chose.
Hélène Monnier, vous partagez cette vision. Alors vous avez une vision du monde de l'entreprise puisque vous êtes, je le rappelle, enseignante, chercheur en gestion des ressources humaines et santé, sécurité au travail. Dans ce domaine-là non plus, on n'était pas prêt selon vous ? Alors on n'était pas prêt sur le fond. Après, sur les démarches un peu méthodologiques d'anticipation, de gestion de crise, c'est un peu toujours les mêmes processus finalement qui se mettent en branle finalement par rapport à ce sujet-là. Bien sûr qu'une crise n'est jamais facile à gérer ni à anticiper, et au final, même si vous avez un plan qui est déjà bien construit, le jour J, faut avoir la force de s'en extraire. Donc il faut pouvoir connaître un peu différents scénarios et pouvoir les travailler. Au-delà de l'aspect un peu conceptualisation des scénarios pour anticiper une crise, etc., ce qui fait qu'on va être prêt ou pas, ça va plus être l'expérimentation, la mise en pratique des exercices de cas concrets, avec l'évaluation des effets finalement de ça, ce qu'on appelle des effets feedback. Et c'est ce qu'on essaye justement de faire passer dans les enseignements en santé, sécurité au travail, qualité de vie au travail à la BSB, où on met vraiment les étudiants dans des situations de crise, plus ou moins réelles, inspirées parfois de leur cas pratique de la semaine, si ce sont des contrats pro ou des apprentis, ou alors sur des études de cas un peu plus théoriques. Et on les fait jouer finalement ce type de mise en scène pour qu'il y ait effectivement une préparation à tout type de situation. Enfin, l'intérêt, c'est vraiment d'être ouvert à cette notion-là de crise tout court, quel que soit le sujet finalement qui touche à la crise. Vous direz que du côté du monde entrepreneurial, on était prêt peut-être, c'est ce que vous dites. On n'est pas prêt, c'est juste que quand on a une culture de l'anticipation et de l'expérimentation et qu'on teste des choses et qu'on les met en pratique et qu'on les évalue, un peu comme du théâtre d'entreprise, en fait, on les joue avant que ça se produise, on a déjà un système en fait, qui se met en place un peu de manière automatique. Je dis ça parce que je travaille beaucoup avec des organisations à risque, surtout chez les policiers en l'occurrence ou chez les urgentistes, et on voit que dans les formations, les simulations, la manière dont les simulations sont menées, et qui donnent lieu à un débriefing, vont permettre à des personnes, des effectifs en situation de pouvoir être plus réactifs à l'instant T, mais quelle que soit l'intervention finalement ou le sujet. On reparlera un peu plus tard de cette question de l'anticipation, c'est très intéressant. Même question pour vous, Pascal Morat, vous pouvez peut-être nous parler de votre vécu de l'intérieur. Comment L'Oréal a traversé cette crise ? Comment vous avez pris soin de vos salariés, de leur bien-être dans ces moments si délicats ? Je rejoins complètement Hélène Monnier, c'est-à-dire cette capacité effectivement d'anticipation, cette capacité de réaction rapide qu'a eu L'Oréal, cette capacité que peuvent avoir certaines grandes entreprises à réagir à cette crise. Je pense à aider effectivement à la fois l'ensemble des salariés de L'Oréal avec la mise en place immédiatement de gestes barrières, mais aussi la réalisation et la production de gel hydroalcoolique, donc évidemment pour l'ensemble des salariés du groupe et puis aussi pour l'externe, je pense notamment aux hôpitaux, aux pharmacies, etc. Donc cette réactivité-là, je pense qu'on s'inscrit complètement dans la même démarche. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on a beaucoup appris de cette crise, ce qui est intéressant pour nous, c'est la manière dont les consommateurs ont pu la vivre. Et on se rend compte que ça a pu exacerber certaines attentes, certains besoins ou certaines craintes que peuvent avoir les consommateurs, notamment vis-à-vis de la sécurité, de l'ensemble de leurs biens de consommation. Et c'est probablement ça, effectivement, le learning le plus important pour nous, pour ce sujet-là, et qui va nous permettre aussi de préparer l'avenir. Alors, on a déjà des questions d'internautes qui réagissent au débat et je les remercie. Et n'hésitez pas, continuez à poser beaucoup de questions à nos intervenantes. Une question pour Natalia Dejean. Les inégalités femmes-hommes persistent encore aujourd'hui, c'est une évidence. Et quelles sont les inégalités sanitaires auxquelles les femmes font face pour l'accès à la santé en France et à l'étranger ? Donc, sans rentrer dans le détail des inégalités sanitaires d'ordre général, je voudrais juste mettre l'accent sur les inégalités dont les femmes ont fait face pendant la crise sanitaire, où elles doivent encore faire face par la suite. Mais on a vu au début de la crise, lorsque les masques étaient absents, lorsqu'il y avait l'incertitude sur l'adaptabilité du système, les femmes, elles ont toujours été en première ligne. Elles ont été en première ligne pour nous livrer,
pour tout ce qui est service à la personne, pour tout ce qui est service dans les grandes surfaces, dans les petites surfaces, pour tout ce qui est liens sociaux dans la famille, dans la communauté. Donc c'était vraiment une exposition plus forte d'une certaine manière qu'on avait constaté pendant la crise des femmes. Et puis d'ordre général, les chiffres nous le prouvent, la précarité, elle touche beaucoup plus les femmes que les hommes, que ce soit dans les pays développés que dans les pays en développement. Et la précarité, elle se traduit aussi par l'accès aux soins, par l'accès à des services d'hygiène, de sécurité. Donc c'est une préoccupation majeure qui traduit encore les inégalités dans toutes les sociétés d'aujourd'hui. Une question pour vous, Jennifer de Temerman. Et comment garantir l'accès à une médecine abordable pour tous, tout en atteignant l'équilibre financier? C'est important, ça aussi, bien évidemment. Vaste question, hein, nos internautes ont des questions. C'est une vaste question qui justement avait été explorée. C'est un peu le rapport que j'évoquais tout à l'heure par mon collègue sénateur Jean-Pierre Decolle. Une question capitale dans la filière médicamenteuse, c'est de la relocaliser. Voilà. Ça, on en a beaucoup parlé, pas que pour d'ailleurs les médicaments, on en a beaucoup parlé pour pas mal d'entreprises locales. Nous, on a eu un sujet aussi avec tout ce qui était textile, notamment sur le Nord. Et on en parle encore aujourd'hui avec les vaccins, notamment. Oui, avec les vaccins, notamment. Alors, on a quand même des entreprises qui sont pionnières sur notre territoire, notamment moi dans ma circonscription en Flandre, on a la chance d'avoir Rocket, qui est une entreprise internationale et qui est le leader mondial dans le domaine des excipients médicamenteux. Mais la réalité, c'est qu'on a souvent des problèmes dans la chaîne de certains composés qui sont fabriqués de plus en plus souvent en Asie. Donc on a un vrai enjeu à les faire revenir sur le territoire. Alors, ce qui était souligné aussi, c'était que au niveau financier, justement, on était entre deux oppositions, entre certaines entreprises, enfin certains grands groupes pharmaceutiques qui concentrent leur activité finalement sur les médicaments qui rapportent le plus, et à côté de ça, les pouvoirs publics qui elles, tendent à faire baisser les coûts parce que l'assurance maladie, parce qu'il faut toujours réduire. Donc on a ces deux tensions qui sont complètement contradictoires et qui n'aident pas. Donc il y a tout un enjeu d'encadrement de la filière médicamenteuse, mais qui ne peut pas se faire qu'en France. Et c'est pour ça qu'avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, on travaille en ce moment, on explore les pistes de comment travailler au niveau européen sur l'harmonisation des règles, sur aussi des incitations des entreprises à rester sur notre territoire pour produire. Enfin, voilà, je pense qu'il y a un vrai travail au niveau européen à faire parce que la crise a mis en lumière que la filière médicamenteuse, on devait la conserver sur notre territoire ou tout au moins en Europe, et qu'on devait travailler sur les collaborations européennes, notamment sur la question des vaccins aussi, qui est un sujet qu'on évoquait encore mardi en commission virtuelle, puisque en ce moment la mode c'est le virtuel. Ouais. Et réfléchir à comment on peut travailler sur le vaccin au niveau européen, essayer de se le répartir de manière équitable, parce qu'il y a un enjeu là-dessus aussi. J'intervenais justement là-dessus mardi, c'est que le vaccin est en train d'être développé. L'OMS parlait potentiellement de juillet 2021. Derrière, on a déjà vu des courses aux États qui veulent le réserver en priorité. Avec des contrats présignés, bien sûr. Avec des contrats présignés. Donc, il faut agir au niveau européen pour éviter justement ce genre de choses et du coup, éviter les ruptures d'égalité dont on parlait tout à l'heure. Parce que la santé, c'est aussi un enjeu majeur d'égalité, notamment avec les pays de l'Est qui risquent d'être un petit peu mis à l'écart dans ce genre de sujet. Donc je pense qu'il y a un vrai travail européen à faire et on a vraiment des pistes intéressantes. Il faut qu'on continue à les creuser et surtout à les mettre en œuvre. Mais, pardon de cette question pratico-pratique, mais combien de temps ça peut prendre de réimplanter ces filières? On parle du médicament. Ça prend beaucoup de temps ou concrètement ça peut arriver dans quelques années? Ça va prendre du temps, il ne faut pas se leurrer non plus. Après, les entreprises sont très, très réactives. On l'a dit tout à l'heure, vous l'avez bien évoqué, le monde de l'entreprise a été peut-être plus réactif que les politiques dans la gestion de la crise Covid. Moi, j'ai sur mon territoire des entreprises textiles qui ont très vite réorienté leur production vers les masques. J'ai alors une petite anecdote que j'aime beaucoup, elle est savoureuse. Vous savez que dans le Nord, on a la réputation d'avoir beaucoup de friteries.
Eh bien, j'ai une entreprise qui transforme des camions en friterie, qui s'est mise à transformer ces camions en laboratoire mobile pour test Covid. En un mois, il avait transformé totalement son business model et transformé ses process pour pouvoir permettre de contribuer à ces laboratoires mobiles de dépistage sur le territoire. Les entreprises, elles ont une rapidité et une agilité que n'ont pas eu peut-être les politiques. Et je pense que même s'il ne faut pas se leurrer, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, on a quand même quelques pionniers encore sur le territoire de l'Europe, hein, je me place au niveau européen, et on peut très rapidement, en tout cas, avoir ces entreprises qui fonctionnent et qui nous permettent de retrouver cette autonomie. Vous avez l'air d'être d'accord avec tout ça, vous n'arrêtez pas d'opiner le chef. Je veux dire, il faut compter plus sur les entreprises justement pour cette accession à la santé, et parce qu'elles sont plus agiles, comme le disait Jennifer de Temerman. Alors, je ne sais pas si elles sont effectivement dans le contexte plus agile, il faudrait faire une étude de recherche à la limite sur le sujet, mais effectivement, elles sont confrontées à des enjeux financiers, des enjeux de survie. Pour le dirigeant, c'est son sens au travail finalement, c'est ce pourquoi il s'est engagé, ce pourquoi il a créé justement son sens et puis son idée. Moi, je pense qu'un outil ne sert à rien sans la pratique. Donc, si on reste beaucoup dans des idées un peu théoriques, mais qu'on ne les concrétise pas, c'est vraiment pour moi la culture de l'action que les entreprises ont. Et c'est ça d'ailleurs qu'on doit développer par rapport aux étudiants, qu'ils soient futurs managers ou collaborateurs, peu importe la formation finalement, c'est de se dire qu'il y a une interdépendance finalement entre théorie et pratique, et que l'outil, sans le caractère exécutif finalement de l'outil, ne sert à rien. Et donc la mise en pratique, on revient un petit peu finalement à cette idée-là tout à l'heure. Et puis l'idée aussi, peut-être, c'est de rendre l'enjeu de demain en termes de bien-être, parce que c'est le sujet du coup d'aujourd'hui, c'est la question de rendre autonomes aussi les collaborateurs sur leur propre connaissance finalement d'eux-mêmes, de leur énergie, de leur santé, de leurs besoins, et que finalement, sans faire peser tout le poids de la santé sur le manager ou sur le dirigeant, même s'il y a un enjeu juridique évidemment qui doit protéger la santé et sécurité de ses collaborateurs, c'est de rendre aussi acteur et responsable le collaborateur sur son terrain finalement, dans son poste. Et ça, c'est un gros travail, je pense, qui va être hyper important bientôt, de sensibilisation autour du bien-être et de la santé, pour que ça ne soit pas que l'affaire de certains, qui sont décisionnaires ou qui ont une posture hiérarchique, peu importe, mais que ça soit l'affaire de tous, qu'on puisse tous s'emparer finalement de cette question. Jennifer de Temerman, je sentais que vous aviez envie de répondre, après je redonnerai la parole à Pascal Morat. Je n'avais pas forcément envie de répondre, mais ça fait sens. J'ai une collègue députée, Charlotte Lecoq, une collègue du Nord, qui a rendu un rapport important sur la santé au travail. Donc il y a cette théorie, il y a cette conscience qui est prise. On a un secrétaire d'État qui a été nommé aussi sur cette question. Donc il y a une prise de conscience qui est là, et je pense qu'il faut effectivement évoluer dans ce sens-là. Mais peut-être... Alors justement, Pascal Morat, vous, ça doit forcément vous parler du côté entrepreneurial. Est-ce qu'elle est déjà là, cette agilité, chez L'Oréal ou plus globalement dans le monde de l'entreprise ? Alors, bon, moi, j'allais dire, je ne suis pas une experte, en tout cas sur les sujets d'organisation de l'entreprise, puisque moi aujourd'hui je suis en tout cas en porte-parole de la recherche du groupe. Ce qui est sûr, c'est que sur tous les enjeux de santé publique, et quels qu'ils soient, hein, là on parle de la crise, mais on a aussi des enjeux de santé publique au quotidien. Je pense notamment à l'impact des UV sur la peau, avec une prévalence des cancers cutanés qui augmente. Sur tous ces sujets-là, il y a un vrai besoin de pédagogie. Donc, je rejoins complètement Madame Monnier. Je pense qu'on est tout à fait dans ce cas-là. Et effectivement, pour donner aux patients, aux consommateurs, la possibilité de faire des choix éclairés, il faut aussi leur donner la possibilité d'accéder à de l'information qui soit vérifiable, qui soit sûre, qui soit scientifiquement correcte. Et ça, c'est important pour tous les sujets qui touchent à la santé, évidemment, et qui vont toucher à la sécurité et au bien-être de nos consommateurs. Nathalia Dejean, une autre question du public. Comment établir un cadre international qui puisse justement garantir un égal accès à la santé au niveau mondial ? On peut agir au niveau européen, effectivement, on en parlait avec Jennifer de Temerman, mais quid du reste du monde aussi ? Pour ce qui est du cadre international pour le reste du monde, on sait bien qu'il y a l'Organisation mondiale de la santé
qui régit le cadre général en matière de politique de santé. Par contre, pour ma part, ce sont les États qui doivent s'emparer de cette thématique puisque, comme on le sait, que ce soit l'Organisation mondiale de la santé ou d'autres organisations internationales, dont les Nations unies, leurs cadres ne servent que de préconisations ou de lignes directrices. Ce sont aux pays de s'emparer de cette priorité et de la traduire dans des réglementations nationales. On a la chance en Europe d'avoir un cadre européen. Donc, effectivement, avoir la protection de la santé en priorité au niveau européen, c'est déjà un avantage. Par contre, pour le reste du monde, il faudrait faire en sorte qu'il y ait les moyens nécessaires et suffisants, notamment pour les pays qui sont en voie de développement ou moins développés que d'autres, pour que la santé et la prévention et la gestion justement de cette situation soient à la hauteur des enjeux. Et puis, moi, je voulais revenir sur ce que a dit Madame Mora en matière d'accès aux informations et l'accès à l'information comme un moyen de prévention. Donc, c'était juste pour dire que à l'intérieur de WECF France, nous développons des outils de sensibilisation et d'information du grand public pour que les consommateurs et les futurs parents, les jeunes parents et les citoyens en général soient des consommateurs aguerris et puis conscients des informations nécessaires pour la prise de décision, que ce soit en matière de consommation, en matière de prévention, en matière d'action, notamment pour la protection de la santé à titre individuel et surtout pour la protection des générations futures. Alors, j'avais justement une question du public là-dessus. Pensez-vous que l'on ait aujourd'hui les bons outils ou quels outils sont à développer pour quantifier l'impact du dérèglement climatique sur la santé des habitants du monde? Vous dites justement, chez WECF, on en développe. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, s'il vous plaît, des exemples concrets pour qu'on comprenne bien justement quels sont ces outils? En termes d'outils de sensibilisation, d'information, depuis une dizaine d'années, nous développons des ateliers qui s'appellent des ateliers nesting, c'est-à-dire faire son nid, qui sont principalement destinés aux jeunes parents et puis aux jeunes familles pour pouvoir leur permettre de créer un habitat sain pour leurs enfants. Donc, ce sont des outils pratiques, des outils pragmatiques pour garantir la santé des futures générations. Donc, après, au niveau international, il y a des outils qu'on peut envisager pour pouvoir quantifier l'impact du changement climatique sur la santé des populations. Je pense qu'il y a déjà le GIEC qui fait des études et des rapports assez intéressants dans ce domaine, notamment sur tout ce qui est quantification du changement climatique. Et il y a aussi des pistes de travail sur l'impact sur la santé, mais je pense qu'il n'y a plus personne qui a des doutes sur les liens entre le changement climatique et les évolutions des maladies dans le monde, et notamment ce qui s'est passé avec les zoonoses, en fait, les maladies devant lesquelles on se trouve aujourd'hui, pour lesquelles le fait qu'il y ait un recul au niveau de la biodiversité, plus les impacts du changement climatique, nous mettent devant des situations assez compliquées à gérer et pour lesquelles on n'était certainement pas encore tout à fait prêt. D'accord, on va laisser du coup les climato-sceptiques d'un côté. Jennifer de Temerman, question simple, est-ce que vous, en tant que député, vous avez les outils suffisants à votre disposition justement pour traiter de toutes ces questions sur pour le coup des questions très précises, très pointues? Est-ce que vous estimez que vous avez suffisamment d'outils à votre disposition? Alors, nos outils nous viennent des auditions qu'on peut faire. On a régulièrement à l'Assemblée nationale, on auditionne, on rencontre des experts, puisque nous, on n'a pas l'expertise, on n'a pas la science, et c'est pour ça que c'est très important que l'Assemblée reste ouverte justement et continue d'auditionner
Voilà, tous ces chercheurs, tous ces scientifiques qui nous apportent, qui sont capables de quantifier aujourd'hui justement l'impact du changement climatique. On est capable aujourd'hui de dire qu'on a autant de 750 000 décès au sein du Conseil de l'Europe qui sont dus à la pollution de l'air, par exemple. On parle de la pollution de l'air, je sais que c'est un sujet on est capable de dire ça. Qui vous tient beaucoup à Donc cœur. oui, il existe tout un nombre d'indicateurs qui nous viennent de la science, qui nous viennent de la recherche. Et en ce moment, on termine l'étude de la loi sur la programmation pluriannuelle de la recherche avec de l'argent qui est mis massivement dans cette recherche. Et c'est extrêmement important parce qu'on a besoin d'eux aussi pour éclairer notre travail grâce aux indicateurs, grâce aux outils qu'ils mettent en place. Et voilà, et ces liens sont très important. Moi, je suis quelqu'un qui aime les partenariats. Je suis très ODD 17 et c'est très important pour moi de rencontrer à la fois les acteurs de l'entreprise, les acteurs de la recherche et avec tout ce qu'ils peuvent nous apporter de connaissances et de nourrir aussi notre réflexion parce que les lois que nous faisons, elles doivent être connectées à la réalité. Totalement. Et vous assurez une transition toute faite pour redonner la parole à Hélène Monnier. Il faut aussi, alors, en préparant cette table ronde, vous me dites l'importance de former nos managers de demain et les former tout de suite pour mieux anticiper de nouvelles crises dans le futur, la fameuse culture de l'anticipation. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples aussi un peu concrets et comment on forme ces managers ? Alors par exemple, si je prends bien sûr l'exemple, puisqu'on est dans le sujet des cours sur la santé et sécurité au travail et la prévention du stress et la régulation des émotions dans des situations pas toujours faciles, soit du quotidien, soit plus à risque pour un dirigeant, vous avez des systèmes d'ateliers type co-développement, où là vous mettez les étudiants en groupe, ils prennent une thématique qu'ils ont eue la semaine passée par exemple, qui leur pose problème, ce qu'on appelle un incident. Et en fait, ils doivent l'analyser au regard d'un processus émotionnel. Alors, je prends toujours cette clé-là parce que mes recherches partent toujours de la question de l'émotion pour arriver ensuite sur la santé. Et donc, ils analysent les faits et ils séparent les faits de l'émotion. Ils analysent les représentations qu'il y a eu sur ces faits, les émotions, les comportements adoptés. Et à partir de là, comment est-ce qu'on adopte une stratégie comportementale, émotionnelle qui soit adaptée ? Et une fois qu'on a créé un peu ce modèle-là de toujours la même structure de crise, quel que soit le sujet, quel que soit l'incident qui est étudié, c'est de le mettre en scène, de le jouer, filmer avec et sans son, parce qu'on travaille aussi sur la posture du manager, parce que faire passer un message, c'est aussi une manière de se tenir, finalement, d'être en représentation. Et du coup, ça leur permet de se voir, ce qui est rarement le cas. On est quand même les seules personnes à ne pas nous voir. Donc pour travailler en pratique, c'est compliqué. Et ça leur permet ensuite de requalifier ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à l'instant T, que vous soyez celui qui a eu l'incident ou celui qui a travaillé sur cet incident, lorsque vous allez être confronté à quelque chose qui ressemblera, vous aurez déjà fait le chemin mental, on va dire, pour adopter un comportement qui soit plutôt fonctionnel, on va dire. C'est un peu l'objectif de ce type de cours. Ah bah alors ça, il faut demander au fur et à mesure des années, mais les retours sont plutôt bons, effectivement. En tout cas, les étudiants sont contents parce qu'on parle de situations qui sont concrètes, à chaud, qui sont en train de vivre, que ce soit en stage ou en entreprise, en alternance. Et du coup, c'est un peu des ateliers de résolution de problèmes et d'incidents. Et on parle toujours d'eux en premier pour ensuite l'ouvrir au collectif, parce qu'on est vraiment dans une culture d'interdépendance. On ne peut ni être dépendant ni indépendant, il vaut mieux viser l'interdépendance. On ne travaille jamais seul, on travaille toujours avec. Donc on travaille toujours sur le collectif. In fine, c'est vraiment un travail sur le collectif qui se crée là-dessus. Mais donc du coup, c'est vrai que c'est des méthodes pédagogiques qui sont... alors innovantes pour certains ou moins pour d'autres, mais c'est vraiment de l'expérimentation et la propre analyse de son expérimentation. Ce qu'on appelle du coup la réflexivité, cette capacité à prendre du recul sur les événements et à ne pas voir que soit son petit nombril, etc., mais plutôt la vision du fait dans son ensemble ou la vision de l'incident d'une manière un peu plus globale. J'ai une question d'un internaute justement, on revient sur la filière médicamenteuse et d'ailleurs je remercie le public qui pose beaucoup de questions. Bruno Boulnois nous demande, relocaliser la production des médicaments pose la question du prix final de ces derniers. Quelle solution proposez-vous, Madame de Timmerman ? Quelle solution au prix final du médicament ? Alors là, c'est vraiment... des réponses oui, des réponses concrètes, très concrètes. oui. Oui. Mais alors... tout l'enjeu, les pistes qu'on peut explorer, c'est
comment les politiques publiques participent finalement financièrement pour permettre cette relocalisation. Quel processus, l'investissement par des exonérations fiscales, par de l'aide, par des subventions. En ce moment, enfin depuis la crise Covid, on a vécu 3 lois de finances rectificatives. Il y a beaucoup d'argent, ça ne vous a pas échappé, qui a été débloqué à destination des acteurs économiques notamment, afin de relancer, parce que le confinement a créé une crise assez difficile pour pour la plupart des secteurs de notre économie. Comment cet argent peut-il être investi justement pour accompagner et pour aider des filières qui sont indispensables? Est-ce que c'est pas tout l'enjeu qu'il faut se poser, toute la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est ces filières, est-ce que dans quelle mesure elles sont indispensables et dans quelle mesure justement il faut avoir le courage de mettre de l'argent public pour les maintenir? On met de l'argent public dans l'assurance maladie, on le sait. Est-ce que contribuer, participer, soutenir ces filières, ça ne fait pas justement partie de la même logique et de la même... Voilà. Donc moi, je suis à la commission de finances, mais ce n'est pas moi qui décide de l'argent qu'on met où, mais je pense qu'il y a des questions à se poser justement sur l'appui qu'on peut apporter stratégiquement à ce genre de filière, pour pouvoir soutenir et pouvoir maintenir du coup effectivement un prix de médicaments qui soit suffisant, enfin qui soit abordable pour tous. Abordable. D'accord. Je vous redonne la parole, je suis désolé, mais beaucoup de questions aussi vous sont directement posées. Xavier Dutoit nous demande, pour faire face aux problématiques multiples du développement durable, comment les États peuvent-ils utiliser les objectifs de développement durable dans l'évaluation des politiques publiques? C'est tout mon enjeu et toute ma bataille au sein de l'Assemblée, justement. Donc la question est bonne, la question est juste, et on remercie Xavier Dutoit. La question est juste. Moi, je reste persuadée qu'on a, avec l'agenda 2030, avec les indicateurs qui ont été développés aussi pour la France, spécifiquement pour la France par l'INSEE, justement, on a tous les outils nécessaires pour évaluer nos politiques publiques. Moi, je suis passée de la commission développement durable à la commission finances parce que j'ai saisi que l'enjeu, il était là, en fait. C'est les finances, le budget de l'État définit l'ensemble de nos politiques publiques et définit nos priorités. Donc pour moi, il est important que le budget de l'État soit ODDisé, si je puis dire, et que les indicateurs de l'INSEE qui ont été développés par l'INSEE deviennent des indicateurs de budget. Ça se fait ailleurs, c'est pas impossible. Ça se fait au Mexique, ça se fait en Finlande. On a déjà de nombreux États qui utilisent les objectifs de développement durable comme des indicateurs pour les politiques publiques. Donc au Mexique, en Finlande, ça se fait par exemple au niveau du budget, donc c'est le niveau suprême. En Allemagne, quand vous déposez une proposition de loi, vous devez vérifier qu'elle ne soit pas en conflit avec un des objectifs de développement durable. Ça se fait un petit peu partout à travers le monde, et je pense qu'il faut que ça se fasse aussi en France. Alors en ce moment même, il y a une initiative qui est lancée par une collègue, une ancienne députée danoise, qui lance aujourd'hui la création d'un réseau de parlementaires international, pour que justement on puisse échanger entre nous et sur toutes ces bonnes pratiques qui sont de manière un peu partout, et qu'on puisse aller plus vite par cet échange de bonnes pratiques au sein de chacun de nos États, en échangeant entre nous sur ce qui se fait un peu partout. Donc cette initiative, elle est lancée aujourd'hui, et ça c'est top, parce qu'on va pouvoir s'inspirer les uns des autres pour faire progresser les choses. Et pourquoi selon vous, et après je redonnerai la parole à Pascal Morat, une question qui lui est directement posée, très concrète également, mais pourquoi la France selon vous a ce retard par rapport à d'autres pays? C'est une question de culture? Alors, on se pose beaucoup, tous les acteurs qui travaillent un peu sur l'agenda 2030 se posent la même question. Pourquoi en France on est finalement un petit peu en retard par rapport au reste du monde? Je me demande je ne sais pas, je me demande s'il y a un peu de chauvinisme là-dedans, parce qu'il ne vous aura pas échappé que l'agenda 2030 a été signé en 2015, et qu'en 2015 on a eu les accords de Paris. Et en France, on ne parle quasiment exclusivement que des accords de Paris. Ça a été fait chez nous, c'est un peu naturel aussi de parler, voilà. Et puis on n'a pas, on a cette confusion permanente aussi en France entre développement durable et environnement. Où quand on parle développement durable, les gens entendent environnement uniquement et n'entendent pas développement durable dans ces 3 piliers, économie, sociale et écologie. Dans tous les plans de la société, bien sûr. Et sur tous les plans de la société. Donc
Bon, voilà, il y a un constat, on est un petit peu en retard, en tout cas dans la compréhension de l'agenda 2030. Dans les cibles, on n'est pas si mauvais que ça au final, mais on n'a pas forcément la conscience d'être dans l'agenda 2030. Et maintenant, il faut réussir à dépasser ça et vraiment le porter davantage. C'est tout le sens de mon travail en tant que présidente du groupe d'études des ODD à l'Assemblée, de développer cette culture auprès de mes collègues. Et ça commence quand même vraiment à faire de l'émulation. Ouais. Super. Alors je rappelle l'intitulé exact de notre table ronde, accéder au bien-être, soucions-nous de la santé. Et je remercie vraiment les internautes qui sont extrêmement précis. Une question d'Hippolyte pour Pascal Morat. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux composantes des cosmétiques. Quels sont les prochains défis auxquels les industries cosmétiques doivent faire face pour protéger la santé, mais aussi l'environnement, bien sûr? Alors, effectivement, je pense que le premier défi, on en a déjà un petit peu parlé, c'est la pédagogie et donner accès à nos consommateurs à une information qui est fiable. Donc, nous, en tant qu'industriels et donc, j'allais dire, leader de l'industrie cosmétique, notre objectif, c'est d'être une entreprise responsable. Et c'est pour ça qu'on a développé un site Internet qui permet d'expliquer aux consommateurs de manière assez simple, assez pédagogique et assez transparente ce qu'il y a dans nos produits, c'est-à-dire leur composition, la manière dont sont testés nos ingrédients et puis la manière dont sont testés aussi nos produits. Ingrédient par ingrédient, famille d'ingrédients par famille d'ingrédients. Et je pense que ça répond tout à fait à la question de cet internaute. Notre objectif premier, c'est effectivement de rassurer, et on ne peut pas rassurer si les problématiques ne sont pas comprises au départ. Donc ça, c'est un premier point. Les défis, effectivement, ils vont être de rassurer sur les axes de la santé, puisque l'ensemble des ingrédients qu'on utilise sont sûrs. On répond à une réglementation qui est la plus stricte au monde, la réglementation européenne. Pour l'industrie cosmétique, on a déjà de toute façon pour obligation de donner la liste des ingrédients complète sur l'ensemble de nos produits, sur tous les emballages. Donc maintenant, le défi de pédagogie, ça va être surtout d'expliquer en fait cette liste d'ingrédients, puisque la plupart, ce sont des noms écrits en latin, donc on a conscience aussi que c'est pas forcément simple à comprendre. Donc ça, c'est notre responsabilité d'expliquer aux consommateurs ce que c'est. Et puis évidemment, le deuxième défi, donc au-delà de la pédagogie et de la sécurité du consommateur, c'est l'enjeu de développement durable, l'enjeu de l'impact environnemental. Et ça, c'est évidemment un sujet qui est une priorité absolue pour nous. J'entendais tout à l'heure parler des différentes collaborations qui sont évidemment bénéfiques pour tout type d'ailleurs d'institutions, qu'elles soient publiques ou privées. C'est également notre cas. On a aujourd'hui historiquement plus d'une cinquantaine de collaborations avec des universitaires, et sur l'axe, un des axes de challenge qui nous intéresse beaucoup, c'est-à-dire le développement durable, on a notamment un partenariat avec le Stockholm Institute qui a développé en fait, qui a créé ce concept des limites planétaires, et dans lequel on doit s'inscrire pour développer des produits qui vont davantage respecter l'environnement. Donc on est aujourd'hui en train de formuler avec à peu près un tiers de nos ingrédients qui sont d'origine renouvelable, ce qui est déjà un beau challenge, et on se fixe d'ici 10 ans de formuler avec à peu près 95% de nos ingrédients qui seront d'origine renouvelable. Et donc aujourd'hui, c'est probablement le plus gros challenge dans lequel on doit s'inscrire. Et merci pour ces précisions. Une question à présent qui s'adresse vraiment à toutes les intervenantes. On a vu ce matin que l'on pouvait penser l'habitat de demain de manière positive. Également, en début d'après-midi, nous avons tiré des conclusions encourageantes quant à l'éducation du futur. Qu'en est-il de la santé? Nous avons en France des déserts médicaux, des infirmières sous-payées. Nathalie Dejean, je vous donne d'abord la parole à vous et ensuite à vous, Hélène Monnier. Pour moi, c'est plus une question politique que pratique, à laquelle je pourrais répondre en tant que représentante d'ONG. Donc, les déserts médicaux, et puis
plus largement les différentes inégalités qu'on a entre les territoires, même à l'intérieur de la France. C'est un défi politique à relever pour pouvoir faire face pas seulement à la crise, mais à l'avenir. Donc je pense que ce sont des outils politiques et je pense que Madame la sénatrice, je pourrais aller dans cette direction, j'espère. Donc pour moi, ce sont des mesures politiques que nos responsables politiques doivent trouver pour pouvoir répondre à cette question. Alors, on va vous donner tout de suite la parole, Mme de Timmermans, mais je voudrais quand même aussi, après, tout de suite vous donner la parole. Je suis sûr que vous pouvez répondre, Mme Monnier. Bien évidemment qu'il y a une réactivité politique à cette question, mais pas que. Donc d'abord, à vous la parole. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il faut réinvestir notre système de santé. Je vous rappelle qu'à la même époque, avant le Covid, l'année dernière, on avait dans la rue nos médecins, nos infirmières qui réclamaient davantage d'argent pour C'est bien de le rappeler. La loi de financement de sécurité sociale. On était plusieurs d'ailleurs députés à l'époque à demander davantage d'argent. Enfin, après, il y avait des questions techniques aussi. Dont vous faisiez partie ? Oui, on avait réclamé notamment des choses par rapport à l'ONDAM, par rapport au calcul de l'assurance maladie. On ne rentrera pas dans le détail ici, voilà, c'est très très technique. On ne va pas rentrer dans le détail, on va éviter d'être trop politique. politique, mais en tout cas, il y avait déjà des alertes l'année dernière par rapport au désinvestissement, par rapport au système de santé. Il y a des choses qui ont été mises en place, il faut quand même le dire, il ne faut quand même pas le nier. On a une question très très importante qui a été la disparition du numerus clausus pour les médecins, parce qu'on parle beaucoup de déserts médicaux, mais alors il se trouve que mon suppléant est médecin hospitalier. Donc à Hasbrook, qui est une commune de 27 000 habitants, on a un petit centre hospitalier, il est régulièrement confronté à la problématique du manque de médecins. Mais quand j'en discute avec lui, il me dit, lui il est ravi que le numerus clausus soit disparu, il me dit le problème c'est que le temps de former un médecin, la situation ne sera pas réglée avant 10 ans, parce qu'un médecin c'est long à former. Et la réalité, c'est qu'avec ce numerus clausus qu'on n'a pas fait disparaître suffisamment tôt, eh bien, on a privé toute une génération on n'a pas formé toute une génération de médecins. Et les médecins aujourd'hui, ils sont comme tout le monde, ils ont envie d'avoir une qualité de vie, donc ils ont envie de vivre en ville. Et lui, régulièrement, de vivre en ville, d'avoir l'accès à la culture, d'avoir certaines choses. Et vivre à la campagne, ça ne les intéresse pas, les jeunes médecins. Voilà, on est obligé de constater ça. Donc nous, sur notre territoire, on a une problématique parce que la plupart de nos médecins sont en fin de carrière et on ne sait pas comment on va les remplacer. Et le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment de jeunes motivés pour venir dans des territoires qui sont pourtant très agréables à vivre, mais voilà, il leur faut un minimum de connexion avec le monde. Donc on a tous les enjeux derrière du numérique, du développement de la fibre, de la 4G, de ce genre de choses et ces genres d'infrastructures à développer. Il est très branché télémédecine aussi, mon suppléant, donc il essaie de développer ça aussi beaucoup parce que pour lui c'est l'avenir aussi de pouvoir justement avoir ces médecins qui sont au centre hospitalier, donc à Hasbrook, qui est quand même une ville un petit peu plus grande, mais qui sont capables de recevoir virtuellement des patients plus isolés dans un petit village, avec un centre d'accueil peut-être à la mairie ou dans des maisons médicales qui se développent beaucoup sur mon territoire aussi. On a beaucoup d'enjeux à venir. Je suis sûr que l'enseignante, chercheuse que vous êtes, et ça rejoint aussi la question tout à l'heure de la culture de l'anticipation. Justement, comment on peut répondre à ces déserts médicaux, à toutes ces problématiques de votre côté ? Alors, déjà pour répondre à la première question, mais ça fait lien avec la deuxième, on a intitulé cette table ronde « Bien-être, santé », c'est des mots qui sont quand même positifs. Bien sûr. On aurait pu les appeler risques psychosociaux, risques physiques. C'est deux facettes d'une même pièce au final. Ce qui compte, c'est la manière dont on va agir dessus. On parle de développement durable, on a aussi parlé de RSE, mais dans le terme de RSE, vous avez responsabilité. Donc je pense que l'enjeu, pour répondre du coup à la deuxième question en même temps, c'est la question de la responsabilisation des différents collaborateurs, autonomes en soi, et des décisionnaires. Pour avoir une responsabilité, il faut savoir ce qu'on gère. Pour savoir ce qu'on gère, il faut avoir un sens dans notre travail. Et il me semble que dans des modèles trop dilués ou trop bureaucratiques, où on ne sait plus qui fait quoi, qui prend la décision, c'est beaucoup plus facile de se cacher.
Et je pense que la notion de responsabilité, elle est hyper importante aujourd'hui, que ce soit dans des milieux médicaux, que ce soit dans des milieux d'entreprise plus classiques ou dans des milieux de la sécurité pour qui je travaille, parce que ça implique derrière la notion de courage. Et le courage, je pense que c'est ça, pour finir avec la note positive, c'est très intéressant ce que vous le dites, courage bien sûr. moral, le courage de se positionner en tant que manager, décisionnaire, dirigeant, il implique de ne pas avoir des organisations qui sont ultra diluées ou ultra bureaucratiques, où on ne sait plus qui fait quoi ou qui parle à qui. Et je pense que identifier ça, qui fait quoi, qui parle à qui, ce qui est encore trop le cas actuellement. Alors, plus vous avez une organisation qui est pyramidale, hiérarchique, plus vous avez des strates pour monter en décision, plus ça met du temps, plus c'est dilué, plus on ne sait plus qui fait quoi. Et je pense que ça, c'est un problème majeur en termes d'organisation du travail, parce que pour avoir travaillé dans mes recherches sur le cas des hôpitaux, ce qui change aussi du cas de la sécurité, mais on retrouve des conditions de travail qui sont difficiles aussi, ce qui mettait le plus en difficulté le personnel soignant qui était étudié, en l'occurrence des urgentistes, en primo contact, c'était pas tant la nature du travail, parce qu'il y a une forte vocation pour ces personnels soignants-là qui est très forte, c'était plus la manière, c'était plus interne, c'était l'organisation du travail en fait en soi. Et il y avait, avec des changements permanents, des réformes incessantes, etc., une perte de sens, du petit sens, pas le grand sens de pourquoi je me suis engagée, le petit sens quotidien. Et ça, je pense que c'est ça en fait qui met à mal le mental, en fait, le fait de tenir dans la durée des situations de crise, parce qu'on perd le sens. Et donc il y a potentiellement un désengagement. Merci pour ces précisions. Alors je remercie une fois de plus tous nos internautes qui réagissent à cette table ronde, à ce débat. Question de Jean-Baptiste, on en a déjà un peu parlé avec vous, Natalia Dejean, mais cette nécessité vraiment d'avoir des informations, elle est très très présente. Quelles mesures pourrait-on prendre pour donner un socle de connaissances aux citoyens sur la santé pour que chacun ait le même niveau d'information? Ce niveau vraiment ce besoin d'information est très important. Donc nous, en tant qu'organisation environnementale et féministe, on agit en France depuis 12 ans dans ce domaine. Il y a d'autres associations qui font de l'éducation à l'environnement, de l'éducation à la santé, qui s'investissent auprès des citoyens à différents niveaux, que ce soit auprès des adultes, mais aussi auprès des enfants. Donc je pense que le socle de connaissances nécessaires pour pouvoir faire face aux défis actuels du monde se crée aussi à l'école. Donc il y a quand même beaucoup de territoires qui sont engagés dans des plans d'éducation au développement durable. C'est une initiative qui devient courante sur nos territoires. Après, il faut avoir les moyens nécessaires pour pouvoir développer des outils pédagogiques accessibles, abordables, intéressants et puis qui donnent les résultats qu'on cherche à avoir, c'est-à-dire des citoyens avisés et puis des vrais acteurs de notre société. Alors encore beaucoup de questions très pratiques, parce qu'effectivement, je pense que ça ne m'étonne pas, la santé interpelle beaucoup nos concitoyens. Et alors c'est une question qui vraiment vous est posée à vous, Madame de Temerman, encore une fois, mais qui aussi vous sera posée dans la foulée à vous, Madame Mora. Où en sommes-nous des débats sur les perturbateurs endocriniens? Les réglementations européennes sont assez floues. Et dans la foulée, quels engagements prennent les grands groupes de cosmétiques comme L'Oréal? Et après, vous, bien évidemment, pourrez répondre. Madame Mora, d'abord, parole à vous, Jennifer de Temerman. C'est soulevé, en fait, c'est implicite dans la question. En fait, beaucoup de choses se jouent de nos jours au niveau européen. Bien sûr. Et après, ça revient en France, puisque bien sûr, on doit adopter les règlements, on l'adapte à notre droit interne. Il y a des choses qui sont déjà mises en place. Moi, le problème, c'est quand on revient en arrière, et on a un vrai souci en ce moment avec les néonicotinoïdes. C'est un sujet... C'est le cas de le dire. C'est un sujet brûlant puisque les auditions ont commencé à l'Assemblée en commission. Il faut quand même savoir que la France était pionnière dans le domaine avec la loi de biodiversité portée par Barbara Pompili à l'époque, où justement la France avait été très, très en avant pour interdire tous les produits, tous les néonicotinoïdes. Derrière, on a été suivi par des pays européens et aujourd'hui, on constate, il existe une réglementation européenne avec des possibilités de dérogation. Nombreux, d'ailleurs, il y a quand même de nombreux pays qui dérogent à cette règle. La France était pionnière et avancée sur le sujet, et là, on est en train d'assister à un vrai recul puisqu'il est question actuellement d'établir une dérogation pour les betteraviers
qui rencontre des difficultés, effectivement, c'est une filière qu'il faut accompagner très certainement pour qu'elle revoie aussi son organisation, pour qu'elle adopte de nouvelles méthodes agricoles. Enfin, voilà. Votre avis à vous, c'est de ne pas reculer. Par contre, il ne faut pas reculer. Ouais, soyons précis quand même. Et moi, ce qui m'interpelle d'ailleurs, c'est que dans la charte de l'environnement, normalement, il y a un principe qui est la non-régression. Et voilà. Est-ce qu'on n'assiste pas à une régression justement du droit environnemental avec toutes les questions que ça va poser pour la santé, de réintroduire des produits aussi dangereux et qui peuvent potentiellement ouvrir une porte d'ailleurs à d'autres produits phytosanitaires, d'autres perturbateurs. Exactement. Et quels engagements du coup prennent les grands groupes de cosmétiques comme L'Oréal, Madame Mora? Alors aujourd'hui, je pense que c'est important déjà de revenir sur la définition des perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, il existe une définition qui est très précise et qui est donnée par l'OMS. Et selon l'OMS, nous n'utilisons pas de perturbateurs endocriniens dans nos produits. Je pense que ça, c'est très important de le préciser au départ. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes capables d'avoir la réactivité nécessaire si les décisions, effectivement, au niveau de la Commission européenne et au niveau d'ailleurs de la France doivent changer, de s'adapter à ces nouvelles normes. Nous, effectivement, respectons cette réglementation européenne. Quand les scientifiques et les études scientifiques l'ont prouvé, nous sommes allés au-delà des réglementations en vigueur. Ça a été le cas notamment quand nous avons supprimé les phtalates de nos produits, quand nous avons également supprimé le triclosan. Donc nous avons cette capacité-là. À partir du moment, effectivement, où la communauté scientifique donnera des guidelines qui sont claires sur les perturbateurs endocriniens, nous nous adapterons immédiatement. Je pense que ce qui est important surtout, c'est de faire confiance à la science. Et on sait que sur ces sujets-là, ce sont des sujets très très compliqués. Ce n'est pas aujourd'hui à nous, industriels, de nous positionner sur est-ce que tel ou tel ingrédient, est-ce que telle ou telle substance est un perturbateur endocrinien ou pas. C'est à la communauté scientifique de trancher et de faire ce débat. La seule chose que nous pouvons apporter, nous, c'est effectivement un éclairage, l'éclairage de nos scientifiques et des toxicologues qui sont engagés chaque jour pour la sécurité des consommateurs et pour l'ensemble des produits que nous mettons sur le marché, et puis notre réactivité en tant qu'industriels. Merci pour cette précision. Natalia Dejean, vous me disiez en préparant cette table ronde, il faut plus d'adaptabilité, de durabilité, de résilience et d'équité en matière justement de santé et de bien-être. Tout à fait, oui. Donc, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. C'est que le fait d'avoir plus de prévention nous permettrait d'avoir une plus grande résistance aux différents stress qu'on peut subir, et notamment sur la santé. Donc, la prévention en matière de santé, elle se fait aussi au niveau individuel. Il y a une responsabilité, bien entendu, qui revient au niveau collectif, aux politiques de santé de la définir, mais au niveau individuel, chaque personne, elle peut prendre des mesures pour pouvoir supporter mieux certaines choses, et notamment à travers une alimentation saine, une consommation raisonnée des produits chimiques, parce que malgré tout, on a encore dans les cosmétiques beaucoup de produits chimiques préoccupants, même si c'est des réglementations très très strictes et très rigoureuses. Nous, dans les travaux qu'on fait, et notamment cet été, on avait fait une enquête sur les produits solaires. Il y a quand même des substances préoccupantes qui se retrouvent encore dans des cosmétiques, et en l'occurrence, c'était dans des produits, dans des crèmes solaires. Donc, il y a vraiment une nécessité de prendre en compte beaucoup de paramètres pour pouvoir s'adapter mieux aux différents risques auxquels on doit faire face aujourd'hui. Et puis après, il y a une sorte de résilience et de réconciliation à avoir avec la nature, avec les rythmes naturels, avec les méthodes naturelles de prévention, et puis pouvoir faire face par la suite à des choses qu'on sait que malheureusement, peut-être, ce ne sera pas la première crise qu'on a. En fait, ce n'est pas la première crise qu'on doit traverser, et ce ne sera peut-être pas la dernière. Donc, augmenter notre capacité de résilience me semble assez prioritaire aujourd'hui.
Vous vouliez rebondir là-dessus, Hélène Monnier, je vous voyais vraiment au pied du chef quand Nathalia Dejean en parlait. Voilà, cette capacité de résilience, c'est important en termes de santé, en termes de bien-être, c'est vraiment essentiel. Oui, alors comme quoi la communication non verbale, c'est pas que le masque. Hein, Ouais. Si vous avez senti, effectivement, je retrouve tout à fait Madame Dejean dans cette démarche-là. De ne pas confondre position et posture. Position, ça va être statique, on se situe. Ouais. Et développer sa posture, c'est plus une manière justement d'être capable de réagir à quelque chose. Et du coup, ça implique de connaître un peu, pas que le système de sa santé en termes médicaux, mais connaître aussi la manière dont on prend une décision. Et du coup, pour ça, il y a plein de projets de recherche. Du coup, c'est pour ça que je bouillonnais là, sur le lien entre émotion, prise de décision, pour avoir justement cette flexibilité-là. J'aime pas trop le terme d'agilité parce qu'il est à la mode aujourd'hui, donc je le prends avec recul. Je comprends. Mais plus connaître sa posture et puis pouvoir assumer justement ses décisions et comprendre pourquoi on les prend. Et ça, finalement, c'est en lien avec la santé. Alors, certes, mentale, mais du coup, vous avez un alignement entre, on revient tout à l'heure, le courage, c'est des valeurs, Bien sûr. et puis ce qui est effectif, donc ce qui est visible au final. Et je pense qu'en entreprise, j'entends surtout, collaborateurs et managers ont besoin d'avoir cette sorte de transparence-là. Et c'est de la RSE, en fait, aussi, ça. Cet alignement entre les valeurs et puis ce qui est effectif, ce qui est vraiment réalisé sur le terrain, c'est pour éviter de faire du greenwashing, de l'affichage qui n'a pas de sens. Et je pense que ça, je pense que c'est fondamental. Je pense même que c'est le socle, en fait, de toute action, ces valeurs-là. Une autre question, justement, et qui a quelque part en rapport du public. Comment les pouvoirs publics, les acteurs privés et la société civile peuvent-ils travailler ensemble pour mettre en place des indicateurs, index qui, comme pour le Nutri-Score, je voyais un lien comme ça, par exemple, contribuent à la protection de santé de nos citoyens? C'est essentiel, là aussi. Je vous repose la question, Hélène Monnier. Alors, je me méfie toujours des mesures. Des mesures, oui. Je me méfie toujours parce que j'ai une approche qualitative, de manière générale, en termes de santé-sécurité. Mais Nutri-Score, par exemple, c'est une approche qualitative? Il y a les deux, en fait, parce que c'est un score. Donc, en fait, fatalement, il faut forcément... Mais on ne peut pas mettre en boîte tout ce qu'on veut. On a envie, évidemment, ça rassure. Mais je pense que c'est plutôt le faisceau d'indices convergents. Il faut qu'on ait plusieurs moyens de mesurer quelque chose, que ce soit de manière qualitative, quantitative et de manière transdisciplinaire. Comment on fait collaborer les gens ? Je pense que déjà, il faut lever tous les enjeux un peu sous-marins, des choses qui sont plus politiques, des enjeux des fois très centrés sur soi, voire narcissiques dans certains positionnements. Je pense que ça, c'est ce qui nous bloque. Je pense que c'est un vrai problème, je pense qu'il y a un vrai tabou par rapport à ça. Et donc comment est-ce qu'on fait collaborer différents secteurs et différentes institutions ensemble ? C'est quand on a tous le même objectif. Donc ça implique de ne pas travailler que soit son nombril, son individu, mais d'avoir une vision beaucoup plus interdépendante, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors ça, c'est bien de dire « il faut, je dois ». Après, concrètement, je pense qu'en fait, c'est aussi une posture qui passe dans l'éducation. Dès le début, en fait, dès qu'on commence à faire travailler des élèves entre eux, en fait, bien au sûr, final. Ça rejoint notre table ronde de tout à l'heure, bien sûr, l'éducation. Et sans doute ce que Olivier Toutain, mon collègue à BSB, a dû mettre en avant aussi. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui se verra plus au long terme. Comme toute mesure, elle sera une photographie à l'instant T. Donc, il vaut mieux aussi voir les choses dans le temps. Et prendre un peu de recul par rapport à ça. Jennifer de Timmerman, en préparant cette table ronde, vous me parliez de l'importance de la qualité de l'air. Je sais que c'est un thème qui vous tient à cœur, sur la santé justement, et le bien-être plus largement. Il y a aussi beaucoup d'efforts à faire en la matière. Oui, on le sait, j'ai cité des chiffres tout à l'heure par rapport à la pollution de l'air. On estime que l'impact de la pollution de l'air, c'est 500 milliards d'euros sur le niveau de l'Europe. On sait aussi, il y a des recherches qui ont commencé à se faire sur l'impact de la pollution de l'air par rapport à la propagation de la Covid. Des liens ont été faits justement entre la rapidité de la propagation et dans des grandes villes, notamment au nord de l'Italie, par rapport à la pollution. Il y a un vrai enjeu à travailler sur l'atmosphère parce que la santé, on a parlé tout à l'heure de la filière médicamenteuse, on a parlé finalement de tout ce qui était guérison, mais on a évoqué aussi tout ce qui était prévention, et la prévention, c'est à la fois notre environnement,
donc, dont la pollution de l'air fait partie justement. On a des causes multiples, donc on les connaît, hein. On a les transports, on a les incinérations de déchets, on a de multiples choses qui créent cette pollution de l'air. Ça a des impacts qui sont très dévastateurs. On parle beaucoup de respiratoire comme sur la Covid, mais c'est aussi cardiovasculaire. C'est aussi des impacts sur nos enfants, sur leur développement. Les poids, par exemple, des nourrissons à la naissance sont moins développés chez les enfants qui vivent en ville, et c'est quand même 3 Européens sur 4 qui vivent en ville, il faut le savoir. Et vous avez parlé tout à l'heure de santé mentale, on commence à faire aussi un lien entre la pollution de l'air et les effets sur notre santé mentale, sur les troubles psychiques, justement. Donc il y a un vrai enjeu à réfléchir à ça, à revoir nos villes, à végétaliser nos villes aussi pour absorber justement tout ce qui peut être produit, à avoir des transports qui soient plus propres, plus sains. Moi, ce qui m'a frappé pendant la Covid, c'est le développement du vélo, par exemple, des transports doux. Et quand je suis revenue sur Paris pour reprendre le cours des travaux à l'Assemblée, j'ai trouvé il y en avait déjà quelques-uns, mais j'ai trouvé qu'ils étaient plus nombreux. Alors c'est peut-être une sensation, ou peut-être que j'y fais plus attention. Il y a moins de monde aussi dans les transports publics, en commun, pardon. Et finalement, la Covid, dans ce sens-là, en tout cas, elle a été positive parce qu'elle a eu elle a fait un petit choc qui va dans le bon sens. La santé, voilà. Et on a vu d'ailleurs pendant le confinement les émissions de gaz, enfin, toute la qualité de l'air s'améliorait de manière assez impressionnante, alors que justement nos transports diminuaient, nos industries aussi, ça ce qui est moins positif, hein, voilà. Et finalement il ne restait plus que les impacts de la filière agricole qui existent aussi. Et donc voilà, c'est possible finalement de faire reculer. Donc, comment on réfléchit à ça, comment les industries participent à ça aussi. Il y en a de nombreuses qui font des efforts dans le sujet. Comment nous, dans nos comportements, on décide de prendre le vélo ou le métro plutôt que le taxi ou la voiture. Donc il y a un vrai sujet sur la pollution de l'air, sur l'impact, sur l'environnement, notre impact sur l'environnement de manière plus générale. Nathalie Dejean, pareil, en préparant cette table ronde, vous évoquiez la nécessité d'une meilleure prise en compte de la santé environnementale comme moyen de prévention et comme une condition préalable au bien-être de manière générale. Est-ce que vous pouvez un petit peu, s'il vous plaît, pour nos internautes, préciser justement votre pensée ? En fait, je peux très très bien aller dans le sens de Madame la députée. Bien sûr. Donc, effectivement, nous, quand on a commencé à travailler sur la santé environnementale, notre préoccupation première, c'était la qualité de l'air. Et on a commencé par la qualité de l'air intérieur. Il y a une dizaine d'années, très peu de gens le savaient, mais la qualité de l'air intérieur, surtout dans certains établissements, était moins bonne que la qualité de l'air extérieur qu'on connaît déjà assez pollué. Donc, il y avait un travail énorme à faire à ce niveau-là. Les pollutions qui étaient présentes dans les intérieurs sur lesquels on voulait intervenir, notamment les crèches, les établissements recevant des enfants en bas âge, c'était les écoles maternelles, c'était des pollutions venant du mobilier, des matériaux qu'on utilisait à l'intérieur, donc forcément des pollutions qu'on pouvait éviter. Donc on avait commencé à travailler auprès des pouvoirs publics, auprès des établissements recevant du public. Et puis, il y a eu une prise de conscience à ce niveau-là et des plans nationaux qui ont été développés pour pouvoir améliorer la qualité de l'air intérieur. Donc, plus largement, la santé environnementale ne se limite pas seulement à la qualité de l'air. Ça, c'est beaucoup plus large. Il y a de multiples facteurs. Ça passe autant par l'air que par l'eau, que par l'alimentation. Donc, on a des leviers d'action qui sont multiples aussi, vu que les causes sont multiples. Et c'est une meilleure prise en compte de la santé environnementale aujourd'hui qui nous permettrait aussi une meilleure adaptabilité de la population face aux risques sanitaires et puis problèmes de santé tout simplement. Parce que les chiffres le prouvent, il y a des multiples maladies qui peuvent être réduites justement grâce à une meilleure alimentation ou à une meilleure hygiène de vie ou à une meilleure qualité de l'air
à une meilleure qualité de l'eau. Voilà ce que moi j'avais, ce que nous, les points sur lesquels on travaille et sur les objectifs qu'on se donne, c'est faire en sorte qu'il y ait une meilleure prise en compte dans les politiques de la santé environnementale et puis aussi donner les moyens d'agir à titre individuel aux citoyens pour une meilleure prise en main de la santé à titre individuel et de la prévention tout particulièrement. Et pour une meilleure prise en compte de la santé environnementale, vous disiez, Madame de Temerman, qu'il faut aussi s'appuyer sur les industriels. Et du coup, on en a une avec nous. Je me tourne vers vous, Pascal Morat, chez L'Oréal aussi. Vous devez relever le défi du solide, mais vous me disiez en préparant cette émission que c'est compliqué. Les consommateurs ne motivent pas encore leur achat par l'aspect environnemental. C'est un vrai frein ? Alors, ce n'est pas tellement que les consommateurs ne motivent pas leur achat par l'impact environnemental, mais c'est qu'il y a encore 60% d'entre eux qui privilégient la performance et la sensorialité d'un produit avant sa naturalité. Donc, tout notre challenge d'entreprise responsable, ça va être de réunir les deux finalement, c'est-à-dire de donner aux consommateurs la possibilité d'avoir un produit qui est efficace et sensoriel, puisque sinon il aura quand même du mal à l'acheter, et puis qui répondent aux normes qui sont aujourd'hui les règles du jeu auxquelles on doit faire face, c'est-à-dire l'impact environnemental. Et dans les nouvelles, dispositions qu'on prend à horizon de 2030, et c'est notre programme L'Oréal pour le futur, notre objectif, c'est pas simplement de mieux faire, mais c'est de faire ce qui doit être fait, dans le cadre justement des limites planétaires dont on parlait tout à l'heure. Donc les shampoings solides, c'est effectivement un très bon exemple, puisque au final c'est comme une petite savonnette, c'est globalement c'est 60 grammes et ça remplit exactement le même type de fonction qu'un shampoing liquide. Donc c'est concentré à 100%, donc avec évidemment tous les avantages de ne pas avoir d'emballage, de ne pas non plus devoir être formulé à base d'eau. Mais tout notre enjeu et tous nos challenges, c'est de répondre effectivement à ce que fait aujourd'hui un shampoing liquide, c'est-à-dire d'apporter tous les attributs d'efficacité qu'attendent les consommateurs, mais dans un produit qui est dans une forme très différente. Aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire avec ces shampoings solides, évidemment, c'est de les formuler sans eau, puisqu'ils sont solides, mais c'est aussi de travailler leur rinçabilité. Parce qu'on parlait effectivement de l'impact, en tout cas de la pollution de l'air. Une des ressources aussi qui nous préoccupe énormément, j'allais dire tous et toutes là autour de la table, c'est également les ressources en eau, qui sont un vrai sujet de préoccupation, qui rentrent d'ailleurs dans des préoccupations d'enjeux de santé publique. Et les shampoings qu'on est capable aujourd'hui, les shampoings solides qu'on est capable aujourd'hui de mettre sur le marché, non seulement effectivement ils ne sont pas formulés avec de l'eau, mais aussi ils se rincent correctement. Donc on a besoin de moins d'eau pour les rincer. Donc ça permet d'avoir une amélioration sur deux axes. À la fois l'axe industriel, j'allais dire, de la fabrication même du produit, et puis l'usage. Parce qu'on parlait tout à l'heure de responsabiliser les consommateurs, les patients, justement pour avoir des attitudes à l'échelle individuelle qui soient améliorées. Ça passe aussi par ça, effectivement, améliorer leur usage au quotidien, et ça fait partie de notre responsabilité. Merci pour toutes ces précisions. Si on reste dans le monde de l'entreprise, Hélène Monnier, quelles sont les avancées notables en matière de recherche en santé au travail ? Vous en parliez un petit peu tout à l'heure déjà. Alors, il y a un certain nombre de collègues qui travaillent déjà sur la question de la santé-sécurité au travail avec différentes approches, comme on l'a dit tout à l'heure, un peu positives, salutogéniques, on va dire, bien-être et qualité de vie au travail. Et d'un autre côté, un peu plus pathogénique, un peu plus sur l'entrée sur l'évaluation des risques et des risques psychosociaux. On a des groupes de chercheurs, je pense à l'association de chercheurs en gestion des ressources humaines dédiée à la santé-sécurité au travail. Il y a des collaborations qui se font. Le plus important en fait aujourd'hui, c'est vraiment la question de l'ouverture transdisciplinaire, de ne pas être que dans son champ de recherche, mais vraiment d'avoir des méthodes qui soient différentes, où on puisse se parler entre nous pour un même objectif. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Alors moi, pour mon cas, parce que je ne vais pas parler au nom de toute la communauté de chercheurs sur la santé-sécurité au travail, alors j'ai décidé, c'est pas forcément très positif dit comme ça, mais c'est de prendre les choses d'une vision risque,
Et donc, je suis partie du principe que si on étudie des métiers à risque, donc les urgentistes, les policiers, etc., comme ça va être le cas cette année, BSB a signé un accord de partenariat avec la police nationale pour pouvoir mener ce projet-là qui commence en octobre, c'est d'étudier vraiment la manière dont les professionnels gèrent leur énergie au quotidien. C'est une évaluation de l'énergie. Ouais. Alors, du coup, vous avez tout un arsenal de techniques qu'on peut appeler techniques d'optimisation du potentiel, qui ont été théorisées par un ancien médecin des armées qui s'appelle Edith Perrault-Pierre. La police nationale s'en empare et vous agissez à la fois sur des facteurs d'hygiène, sommeil, sport, alimentation, parce que vous avez des conditions de travail qui ne sont pas toujours faciles, de jour, de nuit, sur des horaires d'amplitude importante. Donc il faut apprendre à gérer son énergie, parce qu'il y a un vrai enjeu sur le terrain de vigilance. Comment est-ce qu'on entretient sa vigilance? Et je pars du principe que, entre guillemets, qui peut le plus, peut le moins. Donc si on étudie ces métiers-là, qui gagnent d'ailleurs à être étudiés sur ces questions-là pour faire avancer même chez eux la question des conditions de travail, de la gestion de l'énergie, donc in fine de la santé, on peut se dire que peut-être il y aurait une transférabilité de bonnes pratiques, ou en tout cas de pratiques qui seraient vertueuses ou identifiées comme telles chez eux, dans des métiers entre guillemets moins à risque officiellement, mais dans lesquels il y a des enjeux de santé et sécurité, quoi qu'il en soit. Donc c'est vraiment cette question-là de faire parler de ces métiers à risque pour ensuite le transposer à d'autres tout à fait. Et puis vice-versa, parce qu'au final, dans mes recherches, c'est ça aussi que j'ai pu découvrir, c'est que même dans des métiers entre guillemets pas à risque, il y avait des très bonnes pratiques, avec des très bons impacts, et du coup, il faut aussi que les deux mondes communiquent en fait en soi. Et nous, c'est notre rôle de chercheur de ne pas aussi miser que sur la publication académique, scientifique, souvent inaccessible d'ailleurs, réservée parfois au cénacle de chercheurs, mais d'être là aussi en accompagnement sur un aspect plus recherche-action, recherche-intervention, et qu'on n'imagine pas le chercheur tout le temps déconnecté de son terrain, dans sa tour d'ivoire. Et je pense que c'est notre responsabilité, en tant que chercheur, comme je disais tout à l'heure, d'avoir le courage, vous voyez, je fais les liens finalement entre les thématiques, de s'investir sur des terrains d'investigation et ensuite de communiquer d'une manière accessible. Je pense au motion design, du dessin animé. C'est du dessin vraiment animé sur ordinateur. Je pense à des capsules très courtes dont on se sert pour donner nos cours d'ailleurs. Voilà, des différents moyens de communication qui sont différents, on va dire, du classique article scientifique, etc. Même si il faut faire les deux dans tous les cas, mais il faut se dire que ce n'est pas tout le monde qui va lire nos travaux derrière en santé sécurité au travail dans la recherche. Alors, je voulais vous redonner la parole, Madame de Temerman, parce que vous esquissiez tout à l'heure le thème de la santé mentale, et on a une question d'un internaute qui est très intéressante. Marie nous dit, on parle souvent de la santé physique, mais la santé mentale est au moins aussi importante. Nous l'avons bien compris et bien vécu pendant, ou mal vécu, c'est selon, pendant la période du confinement. Pensez-vous que la santé mentale, nécessaire au bien-être de chacun, reste un sujet tabou ? Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste de la santé mentale, Non, mais en l'occurrence, j'échange sur le sujet avec ma collègue députée Martine Vonner, qui est psychiatre de formation et qui a fait de la santé mentale justement son combat à l'Assemblée pour qu'il y ait une vraie prise en compte de la santé mentale, notamment au niveau de la loi de financement de la sécurité sociale, qui est des réels investissements. Donc, je ne vais pas pousser le sujet, mais je sais qu'en tout cas, elle souligne que la santé mentale n'est pas forcément prise dans toute sa mesure au niveau de la santé. Ça reste effectivement tabou parce que dans l'imaginaire des gens, je pense que la santé mentale, c'est l'image du fou un petit peu qu'on peut tous avoir de cet imaginaire-là, alors que la santé mentale, c'est pas seulement ça, c'est pas forcément jusqu'au dysfonctionnement extrême, mais ça peut être la dépression, ça peut être le burn-out au niveau du travail. On est potentiellement tous à un moment, je pense, affectés dans notre santé mentale sans forcément en avoir conscience. On a tous vécu des moments au travail où c'était plus compliqué, ou sans aller justement jusqu'à la rupture, on était plus fatigué, la santé mentale, en fait, on est affecté en permanence, je pense, mais pas forcément sans s'en rendre compte. Et il n'y a pas cette prise de conscience parce que voilà, ça reste dans l'imaginaire. Déjà, ça s'est développé assez tardivement, finalement, par rapport au reste des sciences de la santé, si je puis dire. Quand on voit la médecine, c'est quand même très ancien, on peut remonter jusqu'à l'Antiquité.
Alors que finalement, la santé mentale, c'est quoi, le 19e siècle peut-être? Bien sûr. Voilà. Donc ça reste un sujet qui reste compliqué, mais en tout cas, on commence à avoir des prises de conscience. On a aussi au niveau politique des gens qui essaient de faire bouger les choses là-dessus, parce qu'il y a un véritable enjeu là-dedans et qu'on peut agir sur la santé mentale par des méthodes, je pense, enfin, vous, en santé au travail, vous travaillez peut-être justement sur la libération de la parole, Tout à fait, ou ouais. moi, lorsque j'étais enseignante avec mes élèves, je travaillais sur tout ce qui était relaxation aussi, pour agir justement sur ce côté, parce que j'étais enseignante en éducation prioritaire, donc c'était parfois un peu compliqué, un petit peu tendu. Donc je travaillais sur tout ce qui est relaxation, sur libération de la parole, faire parler les gens. Enfin, j'essayais d'appliquer ces méthodes-là. Il y a aussi un enjeu de santé mentale là-dedans, je pense. Et c'est justement, je vous redonne la parole, c'est une dimension que vous prenez en compte, justement, la santé mentale dans votre travail? Tout à fait. Ouais. Oui, parce que les risques psychosociaux impliquent forcément de prendre en compte cette partie-là. Bien sûr. Et en fait, finalement, qu'ils soient étudiants ou participants ou à la recherche ou peu importe à qui on s'adresse, on est tous des monsieur Jourdain de l'étude de la santé mentale. En fait, ça parle à tout le monde, que ce soit l'exigence de travail, l'exigence émotionnelle des métiers, de prime au contact avec un public, hôtesse d'accueil, etc. L'autonomie au travail, enfin, tous les facteurs de risque, finalement, on y a déjà été confrontés. Alors d'une manière plus ou moins intense, mais au final, on est tous conscients de ça. En fait, l'exercice, c'est de conceptualiser ça pour mieux le comprendre et pour travailler ensuite et libérer la parole. Parce qu'au final, c'est le fait de savoir qu'on a un même vécu ou qu'on a ressenti la même chose et on est d'accord, c'est juste qu'on n'avait pas le mot pour le dire, qui va apporter un soutien social aux collaborateurs. Et ensuite, on va pouvoir travailler ensemble, des groupes de travail, d'expérimentation, de la mise en théâtre ou mise en situation, comme on disait tout à l'heure. Mais ça passe nécessairement par ce travail-là de conceptualisation qui est important pour qu'on ait pour qu'on parle de la même chose en fait dans un secteur. On approche à la fin de cette table ronde. Je vous remercie déjà pour toutes ces précisions. C'était extrêmement riche. J'aimerais vous poser 2 questions pour finir à chacune d'entre vous. D'abord, c'est une vaste question, mais elle est importante. Comment faire vraiment pour que notre système soit à la mesure des enjeux du XXIe siècle? Quelles sont la priorité, les 2 priorités selon vous? D'abord, Madame de Temerman, s'il vous plaît. La priorité pour que notre système de santé soit à la hauteur. Oui. Oh. Ah oui, c'est... Je pense que le chantier est très vaste en fait. Il a été, on a un chantier d'ailleurs qui a été lancé avec le Ségur de la santé qui a été initié à la sortie du confinement, où moi-même, j'ai organisé sur mon territoire, justement grâce à l'aide de mon suppléant, ces rencontres avec tous les personnels. Alors, on parle beaucoup des médecins, des infirmières, il y a aussi tous les personnels un peu sociaux aussi qui Bien ont sûr. contribué largement à garder le contact avec les personnes âgées, tout ce paramédical finalement Bien qui sûr. était extrêmement important. Il y a beaucoup d'attentes et il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que c'était bien de commencer par la parole, justement, de leur donner la parole et d'entendre ce qu'ils eux veulent, parce que c'est les plus à même de dire, d'apporter des solutions. Maintenant, tout l'enjeu, c'est de les écouter et d'avoir le courage de répondre à leurs attentes et d'aller chercher aussi les investissements, parce que tout ça va demander aussi de l'argent, ça revalorise. Il faut revaloriser aussi par le salaire. Bien sûr. Il faut, parce que je pense que la revalorisation sociale, elle s'est en partie faite justement pendant le confinement. On a parlé beaucoup de ces métiers, on les a mis en avant et je pense que les gens, en tout cas j'espère, ont retrouvé toute l'importance de leurs médecins, de leurs hôpitaux, de leurs infirmières, de leurs assistantes sociales. Ils ont été mis en lumière et ça c'est bien déjà. Il y a la reconnaissance sociale qui est là. Maintenant, il faut revaloriser au niveau salarial et puis il faut aussi donner des moyens en fait, parce que vous avez beau augmenter le salaire, si derrière dans votre hôpital vous n'avez pas le nombre de lits suffisants, vous n'avez pas le nombre de personnel suffisant, vous n'avez pas les investissements technologiques également, ça ne suffira pas de donner juste du salaire. Il faut aller plus loin, il faut avoir un grand plan, un plan global et surtout un plan
qui tiennent compte réellement de ce qui a été, ce qui est remonté du terrain. Parce que la réalité, c'est ceux qui la vivent qui en parlent le mieux. Donc, D'accord. Même question, la priorité, je vous demanderai d'être assez bref s'il vous plaît, Nathalie Dejean, pour être justement vraiment l'une des priorités pour que la santé, notre santé, soit vraiment à la mesure des enjeux du XXIe siècle. Pour moi, la priorité numéro 1, ça serait accompagner les changements. C'est-à-dire, on a vraiment besoin d'accompagner les changements vers des choses plus ambitieuses. Et puis surtout, ne pas revenir en arrière, comme c'est le cas aujourd'hui, notamment avec le sujet des néonicotinoïdes, qui serait une vraie régression du droit de l'environnement, mais aussi de la biodiversité et de la protection de la santé humaine au final aussi. Donc, avoir de l'ambition, mais surtout accompagner les changements au fur et à mesure. Voilà pour moi la priorité. Merci pour votre concision. Même question à vous, Madame Mora. Alors, je pense que c'est effectivement, dans ce cadre d'enjeux de santé publique, c'est l'exigence scientifique qui naît des collaborations riches entre les industriels, les universitaires, les systèmes de santé, et qui nous permettront effectivement de sortir par le haut de ce type de challenge qu'on a vécu là cette année et qu'on revivra probablement. Merci beaucoup. Même question, la priorité des priorités à vous, Madame Monnier, et en essayant d'être très bref, parce que j'ai une dernière petite question à vous poser toutes les quatre. Ok. Pour moi, c'est d'avoir un plan, comme on retrouve le sens collectif, pas dans les guerres d'ego, ça c'est quand même l'idéal, d'avoir de l'entraînement comme un grand sportif, parce que le développement durable implique de tenir dans la durée, et pas que à l'instant T pendant la crise. Il faut avoir le mental pour tirer encore après. Et enfin, la qualité de la relation. Je pense que c'est vraiment ça, d'avoir des relations de qualité, savoir s'écouter. Super. Et dernière question, du coup, puisque on a la chance aujourd'hui d'avoir 4 intervenantes, donc 4 femmes, et on a commencé par la crise, j'aimerais qu'on termine aussi par la crise, puisqu'on continue justement dans cette crise sanitaire. Quel rôle peuvent apporter les femmes dans cette gestion de crise, Madame Dejean? À vous la parole en premier. Donc, le rôle des femmes, il a été reconnu pendant cette période de crise. Il faut maintenant qu'il soit reconnu aussi par la suite, c'est-à-dire œuvrer vraiment pour une égalité des genres dans tout ce qui est politique, pas seulement en matière de politique de la santé, mais aussi en matière économique, en matière d'égalité des salaires, et puis dans l'accès aux responsabilités au niveau des entreprises, au niveau des associations, au niveau des politiques aussi. Donc, pour moi, c'est une vraie exigence de réussite. Merci. Même concision, même question pour vous, Madame Mora. Quel rôle des femmes, justement, dans cette gestion de crise? Le rôle des femmes dans la gestion de crise, je pense qu'il est sur l'apport de la sensibilité éclairée. C'est-à-dire qu'il est très clair que les femmes aujourd'hui sont évidemment aussi compétentes et expertes que les hommes. Et effectivement, cette sensibilité, cette capacité à créer du lien sur ces sujets qui sont des sujets extrêmement émotionnels, je pense que c'est probablement ce qui ressortira de cette crise. Même question à vous, Madame Monnier. Alors, je n'ai pas du tout un regard d'expert sur la question du genre, mais je pense que ce serait pas dommage de travailler, de mettre en discussion la notion des rôles professionnels et personnels, donc l'équilibre vie pro, vie perso. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'inégalités potentielles qui sont passées pendant le confinement, télétravail oblige, et réfléchir sur la notion de rôle en situation de crise, ça pourrait être une mise en scène assez sympathique. Super, le mot de la fin pour vous, Madame de Temerman. Je pense que les femmes apportent un regard différent. Tout simplement, je le vois au sein de l'Assemblée, entre les députés femmes, qui sont quand même beaucoup plus nombreuses sur cette législature que sur les législatures précédentes. Vous avez parlé beaucoup d'ego. Je suis désolée pour ces messieurs, mais je pense qu'il y a quand même un petit peu moins d'ego. En tout cas, je vois moins mes collègues se mettre toujours en avant, couper la parole ou faire leur représentation dans l'hémicycle que ces messieurs. Et je pense que du coup, elles ont un regard peut-être un peu plus apaisé et qui tend plus à cette notion de bien commun, en fait. Donc,
Peut-être que c'est parce qu'on n'a pas exercé le pouvoir suffisamment C'est avant et possible. qu'on n'est pas encore corrompu. C'est Mais en peut-être tout ça. cas, on a un regard qui est différent et qui permet peut-être d'apporter des choses aussi au D'accord. niveau politique. En tout cas. Merci à vous, il est 18h. Un immense merci à vous quatre, à toutes nos intervenantes. La suite du programme, c'est la masterclass de Moussa Oumarou, directeur général adjoint pour les opérations de terrain et les partenariats de l'Organisation internationale du travail. Une masterclass qui débute à 18h15 et qui est intitulée « Pour poursuivre le progrès malgré la Covid ». Restez connectés avec toujours le même réflexe. Vous posez vos questions, beaucoup de questions sur la page live des RDD, les rencontres du développement durable, et on les relaie en direct. Merci à toutes et à tous.